Même. Je vais laisser la parole à Philippe, donc qui est professeur bien sûr chez Vocation CRPE et qui est surtout formateur en anglais et en didactique des langues à l'INSPE de Créteil. Donc je vais vous laisser écouter ce cours de ce soir qui a pour sujet l'évaluation en langue vivante. Donc Philippe, je vais te laisser la parole et n'hésitez pas à poser vos questions bien sûr dans le chat. J'y répondrai pour toutes celles qui concernent le concours, la préparation. Et sinon, je laisserai bien sûr Philippe pour tout ce qui touche à l'anglais. Je vous souhaite un très bon cours. À bientôt. Ok, merci Mélina. Bonjour à tous et à toutes. Alors, comme vous disait Mélina, je suis formateur à l'INSPE de Créteil, sur le site de Bonneuil-sur-Marne, où j'enseigne l'anglais et la didactique des langues, et où j'ai l'occasion notamment de préparer les étudiants à l'épreuve du CRPE, et puis plus généralement, j'interviens dans la formation initiale. Alors, le cours de ce soir, Mélina vous l'a dit, il va porter sur l'évaluation en langue vivante à l'école élémentaire. Donc, je vais tout de suite partager mon écran avec vous pour vous permettre d'accéder au diaporama. Voilà, normalement, vous devez l'avoir sous les yeux. Alors, je ferai des pauses de temps en temps pour éventuellement répondre à des questions s'il y en a. J'aurai un œil sur le fil de la discussion également. Voilà. Alors, voilà le programme de ce diaporama. Je vais partir dans un premier temps sur des principes assez généraux qui concernent l'évaluation, y compris pas seulement l'évaluation des langues, mais l'évaluation plus globalement de toutes disciplines confondues. Ça va être assez rapide, hein, ça va être une introduction très succincte. Et puis ensuite, je vais commencer à parler plus spécifiquement de l'évaluation en langue vivante et de l'influence du CECRL. Alors, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de cette étrange bête, CECRL, c'est le cadre européen commun de référence pour les langues. J'aurai l'occasion de vous en dire quelques mots dans les minutes qui viennent. Et puis ensuite, on aura l'occasion d'aborder à travers des exemples d'évaluation, de mise en œuvre d'évaluation, eh bien, les différentes activités langagières qui sont évaluées en langue vivante, c'est-à-dire d'abord les activités de réception. Et vous savez que les activités de réception, ça concerne aussi bien la compréhension orale que la compréhension écrite. On va également réfléchir ensemble à comment évaluer les activités de production. Et là encore, il y a la production orale qu'on appelle production orale en continu. C'est la terminologie qui est utilisée dans le BO et qui vient du cadre européen. Et puis, bien évidemment, la production écrite. Et puis, il y a également, alors, c'est aussi une forme de production orale, ce qu'on appelle l'interaction. Dans le BO, on parle de échanger et dialoguer, par exemple. Ou voilà, c'est plutôt sous cette terminologie-là que apparaît cette activité langagière. Alors, je vais... Voilà. Premier rappel. Vous le savez, les langues vivantes font partie de la polyvalence, hein, de ce que vous allez être amené à enseigner en tant que futur professeur des écoles, probablement l'anglais, puisque dans 97 ou 98% des cas à l'échelle nationale, c'est l'anglais qui est enseigné à l'école élémentaire. C'est le cas dans les académies qu'on a évoquées tout à l'heure, notamment l'Académie de Versailles et l'Académie de Créteil. Les langues vivantes, évidemment, elles participent à l'évaluation des différents domaines du socle. Vous voyez qu'ici, il y en a au moins 4 qui sont concernés. Il y a évidemment
Le premier domaine qui concerne les langages pour penser et communiquer, puisque par définition, lorsque les enfants vont aborder une langue vivante, eh bien, ils vont être amenés à s'approprier des capacités de compréhension et d'expression, aussi bien écrites que orales, et ce, dans plusieurs langues, y compris dans leur langue maternelle, mais aussi dans les langues étrangères qu'ils auront l'occasion d'apprendre au cours de leur scolarité. Le deuxième domaine, il est également concerné, puisque lorsque les élèves vont découvrir une langue vivante, ils vont également découvrir des manières d'apprendre les langues. On n'apprend pas une langue comme on apprend des mathématiques ou comme on apprend une leçon d'histoire. Il y a une méthodologie bien spécifique que je n'aurai pas le temps de développer aujourd'hui, mais que je développe dans le cadre de la formation justement que je propose à vocation CRPE. Et donc là, il va s'agir finalement pour les élèves d'apprendre à apprendre une langue, de développer un certain nombre de stratégies qui concernent la compréhension, la production orale, etc. Et puis également apprendre à travailler ensemble, hein, puisque on préconise, quand on enseigne une langue vivante, l'une des préconisations fortes qui est proposée dans l'enseignement d'une langue, c'est de favoriser les travaux de groupe, ne serait-ce que pour, d'une part, permettre aux élèves de travailler ensemble, d'interagir, donc de favoriser des échanges inter-élèves. Et puis aussi, il y a une autre préoccupation derrière ça, qui est d'optimiser le temps de pratique individuel de chaque élève. Il est évident que quand on a 25 ou 30 élèves dans la classe, la seule manière d'un tout petit peu individualiser la pratique de l'élève, c'est de temps en temps de recourir à des travaux de groupe. Voilà. Et puis les deux autres domaines qui sont concernés et qui sont un petit peu liés l'un à l'autre, c'est la formation de la personne et du citoyen, puisque ça c'est un objectif de l'école, hein, que de former c'est un des objectifs de l'école, que de former des personnes qui vont partager des valeurs communes, qui vont devenir des citoyens tolérants, etc. Et évidemment, les langues vivantes vont permettre aux élèves de découvrir des cultures différentes de la leur ou des leurs, et à ce titre vont cultiver cette citoyenneté, cette ouverture d'esprit sur l'étrangeté, sur l'inconnu, etc. Et puis, je viens de parler de culture, ce qui fait évidemment référence au cinquième et dernier domaine du socle, c'est-à-dire les représentations du monde et de l'activité humaine, puisque quand on enseigne une langue vivante, on enseigne aussi la culture qui est véhiculée par cette langue. À l'occasion de la découverte de l'anglais, dès la classe de CP, hein, les élèves, ils vont avoir l'opportunité évidemment de découvrir la langue, d'acquérir du lexique, de commencer à communiquer avec des outils extrêmement simples, mais toujours dans un cadre culturel, de manière contextualisée, de sorte que les élèves vont, parallèlement à la découverte de cette langue, vont découvrir quelques éléments culturels très simples, évidemment, hein, et toujours en lien avec leurs préoccupations de jeunes enfants, de pays anglophones. Voilà. Donc, les langues vivantes participent également à la connaissance de cette diversité linguistique et culturelle que l'on cultive à travers les langues. Voilà. Un rappel également sur la notion d'évaluation positive, hein, qui est cette notion, elle est apparue lors de la loi du 8 juillet 2013, hein, loi de refondation de l'école et de la République, qui affirme un certain nombre de principes qui permettent de privilégier ce qu'on appelle une évaluation positive. Alors, vous avez les principaux
principes qui apparaissent à l'écran, évaluer l'élève quand il est prêt, évidemment, ça paraît du bon sens. On ne va pas évaluer des élèves si on sait pas pertinemment qu'ils ne sont pas prêts et qu'ils risquent d'être en échec. On évalue également les élèves le plus régulièrement possible. Alors, évaluer régulièrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire au minimum évaluer à la fin de chaque séquence. Mais ça peut vouloir dire aussi proposer un certain nombre d'évaluations sommatives qui peuvent intervenir en cours de séquence et qui vont un petit peu jalonner les progrès des élèves de manière progressive. S'efforcer également de proposer des évaluations claires et accessibles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, des évaluations claires et accessibles? Ça veut dire que ces évaluations doivent être, en termes de modalités de passation de ces évaluations, elles doivent être simples, elles doivent être bien comprises par les élèves, elles doivent être évidemment accessibles. Il ne faut pas que l'évaluation dans sa forme soit un obstacle à la réussite de cette évaluation. Donc, il faut s'assurer, quand on propose une évaluation, qu'elle soit bien comprise par les élèves et puis bien évidemment accessible, c'est-à-dire adaptée au niveau que l'on évalue. Et cette accessibilité, elle est aussi bien tournée vers les élèves que vers les parents d'élèves. Il faut également penser aux parents d'élèves. Il est important que quand on évalue des enfants, quand on évalue des élèves, eh bien que les parents comprennent ce qu'on évalue et comprennent comment on évalue les élèves. Alors, ça passe par des critères qui doivent être transparents, qui doivent être très précis et qui, là encore, doivent être compréhensibles à la fois pour l'élève et pour les parents. Et puis, toujours cette idée de transparence à l'égard des apprenants et des parents. Les retours d'évaluation doivent également permettre aux élèves de comprendre aussi bien leurs difficultés que leurs réussites. Voilà, donc voilà quelques critères qui définissent ce que la loi du 8 juillet 2013 a proposé comme évaluation positive. Je fais une première pause. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Ça va? Vous me suivez? Je regarde dans le chat, apparemment, il n'y a pas de questions. Alors, l'évaluation en langue vivante, elle s'aligne sur le cadre européen commun de référence pour les langues. Hein, vous savez peut-être que, en fait, les programmes de langue vivante de l'éducation nationale se réfèrent à des niveaux de compétences qui sont définis par le cadre européen. Ces niveaux de compétences, vous en avez tous entendu parler, ce sont les fameux paliers que vous voyez apparaître sous vos yeux, qui vont du palier A1, qui est le palier de découverte, et qui est le palier en termes de maîtrise de la langue, qu'un élève en fin de cycle 3 doit théoriquement avoir atteint. Je vais vous montrer tout à l'heure quelques exemples de ces critères. En fait, on parle de descripteurs. Hein, on va en voir un ou deux exemples dans quelques instants. Et puis, vous voyez que au fur et à mesure que l'enfant il avance dans sa scolarité, eh bien, il va finalement progresser dans la maîtrise de la langue et puis passer d'un palier à l'autre. Pour vous donner une idée de quand les élèves doivent passer ces paliers dans le système éducatif français, le palier A1, je viens d'en parler, c'est fin de sixième. Le palier A2, c'est fin de cinquième. Le palier B1, qu'on appelle le niveau seuil, c'est la fin du collège, début de seconde. Et le palier B2, qui est appelé le palier avancé ou indépendant,
qui correspond déjà à un niveau de langue assez solide, c'est dans notre système éducatif le baccalauréat, le niveau du bac. Et c'est aussi, et vous le savez probablement, le niveau théorique qui est requis pour tous les professeurs des écoles, le niveau minimum requis pour pouvoir enseigner une langue vivante au niveau A1, donc à de jeunes enfants grands débutants. Et puis après, ben, vous avez les niveaux un peu plus experts, le niveau C1 qui correspond à des gens qui font des études universitaires en langue vivante, et puis le niveau C2 qui correspond aux enseignants spécialisés. Voilà. Alors, ces fameux descripteurs du cadre européen, ils ont comme fonction finalement d'aider les enseignants, mais aussi les élèves, enfin, surtout en priorité les enseignants, à harmoniser, à trouver une harmonisation entre les programmes qui sont proposés dans les BO, l'enseignement de la langue et l'évaluation. En proposant, j'ai indiqué le terme que j'ai utilisé, c'est le mot balise, des balises transparentes aux apprenants et aux parents. C'est-à-dire que ce qui a changé avec le cadre européen qui est apparu au début des années 2000, hein, la première version du cadre européen, c'est 2001. Ce qui a changé, c'est que désormais, les nouveaux programmes de langue vivante, ils préconisent d'évaluer les élèves d'une manière très progressive, en proposant justement des critères d'évaluation qui soient précis, qui soient adaptés au niveau de compétences attendues dans les programmes. Et ça, c'est très important. Ces critères d'évaluation, vous allez le voir dans un instant, ils portent sur chaque activité langagière. Pour rappel, hein, vous le savez, dans le cycle 2, les activités langagières qui sont au programme, ce sont les activités langagières de l'oral, la compréhension orale, la production continue et l'interaction. Et viennent se rajouter à partir du cycle 3 les deux activités langagières de l'écrit que sont la compréhension écrite et la production écrite. Donc, quand on évalue des élèves en langue vivante, on les évalue par activité langagière et on s'appuie sur ce que l'on appelle des descripteurs qui nous viennent du CE-CRL et qui vont nous permettre finalement d'évaluer ce qu'on peut attendre d'un élève en fonction de son niveau de compétence et de ce qui est attendu dans les programmes. Alors, je vais partager avec vous un exemple de ces critères, de ces descripteurs. Alors, partager l'écran. Voilà, normalement, vous voyez ici la première activité langagière qui apparaît, c'est la réception orale, la compréhension orale. Et vous avez un petit texte, hein, un paragraphe, qui vous décrit finalement ce qu'un élève peut comprendre en termes de compréhension orale au niveau A1. Et vous voyez même qu'il y a, depuis en fait 2018, il y a eu une version complémentaire du cadre européen qui a été publiée en 2018 et qui, entre autres choses, a proposé un nouveau palier qui est le palier pré-A1 et qui, en fait, je vous montre cette diapositive parce que, en fait, ce palier pré-A1, il correspond davantage au vrai niveau de nos élèves au bout de 2 ou 3 années d'apprentissage de l'anglais à l'école élémentaire. Hein. C'est un niveau qui est encore
inférieur au niveau A1. Et vous voyez par exemple que pour la compréhension orale, si je lis le premier paragraphe qu'on peut voir sur l'écran, voilà ce qu'on nous dit. Peut comprendre des questions et des affirmations courtes et très simples, à condition qu'elles soient prononcées clairement et lentement. Alors, clairement et lentement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va faire en sorte que les élèves soient confrontés à un anglais qui soit suffisamment articulé, qui soit dit dans un débit qui n'est pas un débit naturel, hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire l'effort de confronter les élèves à des sources audio qui soient en quelque sorte un peu didactisées, hein, qui ne correspondent pas à ce qu'un élève pourrait entendre dans une situation authentique, parce que ses compétences ne lui permettraient pas de comprendre. Et puis on rajoute illustrer par des gestes ou des images, facilitant la compréhension et qu'elles soient éventuellement répétées. Donc, vous voyez, ce paragraphe, je ne vais pas tous les commenter parce que ce serait long et fastidieux, mais c'est juste pour que vous compreniez bien que ces descripteurs qu'on trouve dans le cadre européen, ils nous permettent à nous, enseignants, de mesurer, de jauger ce qu'un élève, ce que va être le niveau d'un élève en fonction d'un palier. Et là, vous avez devant vous la description de ce qu'un élève, on va dire, d'un niveau fin de CE2, début de CM1, si tant est que cet élève ait eu une scolarité classique et le nombre d'heures d'anglais requis qui est de 54 heures par an, eh bien, on a une description de ce que cet élève peut, dans quelles conditions cet élève peut comprendre de l'anglais. Hein. Il peut comprendre des phrases très simples, très courtes, qui doivent être prononcées lentement, qui doivent être articulées, qui doivent être associées à des gestes ou à des images pour l'aider à comprendre. Alors ça, c'est toute la dimension non verbale de l'enseignement d'une langue, qui est extrêmement importante. Je n'aurai pas le temps de vous en parler aujourd'hui, bien évidemment, mais ça fait partie des choses dont je parle dans la formation, hein, toute la dimension, toutes les aides à la fois visuelles et sonores que l'on va apporter à l'élève pour faciliter la compréhension de contenu langagier, quel qu'il soit. Et puis avec la possibilité ou parfois la nécessité de répéter des contenus langagiers auxquels les élèves vont être confrontés. Voilà. Et puis, évidemment, vous le voyez, vous avez pour chaque activité langagière, hein, je vous l'ai dit, vous allez avoir ces fameux descripteurs. Vous avez ici la compréhension écrite, vous avez la production orale en continu, la production écrite, et pour terminer, l'interaction orale. Voilà. Donc, je vais rebasculer sur le diaporama. Voilà. Alors, cette introduction étant faite, je vous propose maintenant de démarrer par la découverte d'une petite vidéo qui va nous permettre de voir un exemple de mise en situation de l'évaluation de la compréhension orale à travers un projet culturel qui est pour une classe de CP la découverte de la capitale londonienne. Alors, je vous soumets deux questions. La première question, vous l'avez sous les yeux, quelle est la tâche de l'élève dans l'atelier 2 et dans l'atelier 3? Vous allez voir qu'en fait, la vidéo, elle est composée de 3 ateliers. Je vais vous la laisser en continu pour que vous puissiez avoir tout le contexte. Donc, le premier atelier, c'est celui qui va vous permettre de comprendre un petit peu ce que font les élèves et quels sont les contenus langagiers qu'ils vont travailler. Et vous allez vous intéresser plus précisément à l'atelier 2
et à l'atelier 3 pour essayer de déterminer quelle est la tâche de l'élève. Quand je parle de tâche en pédagogie, ça veut dire qu'est-ce que l'élève doit faire. D'accord? Il doit écouter pour faire quelque chose. C'est ça qu'on appelle la tâche. Donc, je vous demande d'essayer d'identifier cette tâche. Et puis, dans un deuxième temps, deuxième question que je vais vous poser, en quoi ces deux activités d'écoute sont-elles différentes d'une situation dans laquelle les élèves écouteraient simplement une liste de mots isolés? Voilà. Donc, je vais partager la vidéo avec vous dans un instant. Alors, comme j'en ai plusieurs, il ne faut pas que je me trompe. Alors, ce n'est pas celle-ci. Donc, je vais aller la chercher. Alors, une petite seconde. Je vous demande de patienter. Le temps pour moi d'aller récupérer ce document. Voilà. Alors, je le cale et je vais maintenant, voilà, partager mon écran. Voilà, je vous soumets la vidéo. Vous avez noté les deux questions. Après, je vous laisserai y répondre, soit par le chat, soit par le micro, si vous voulez intervenir directement. What is it, Leo? Pigeon. Very good. Big Ben, is it British? It's British. Les sujets qui sont filmés ont pour objectif la compréhension de l'oral. Il s'agit, à travers cette compréhension, de travailler un enjeu culturel en s'appuyant sur des monuments londoniens et parisiens. So, la Tour Eiffel, is it in Paris or is it in London? It's in Paris. Repeat, please. Le premier atelier présente en fait un jeu de prix de monuments et des flashcards des monuments londoniens et des monuments parisiens. Les enfants ont un jeu dans les mains et posent ces flashcards sur deux plateaux de jeu. Un plateau de jeu où il y a un drapeau britannique, un plateau de jeu où il y a un drapeau français. And what's this? Kéron? Hein? British, yes. Is it French or is it British? It's British. Repeat this. Very good. Ensuite, il y a un autre atelier où il s'agit en fait avec des bandes numérotées et un jeu de flashcards uniquement avec des monuments londoniens et trois intrus de monuments parisiens. Il s'agit pour les enfants d'écouter en premier lieu une bande-son qui retrace en fait la visite d'une famille à Londres. Et à chaque fois, en fait, ils entendent un monument, les enfants posent la flashcard sur cette bande. Hi, I'm Emily. I'm in London with my brother Max and my mum and dad. Can we get a taxi? No, not today, mate. Going to get the bus. There are a lot of famous shops in London. Harrods is a big department store. Hamleys is a toy shop. Oxford Street and Piccadilly Circus are very busy.
Je travaille par cet atelier de visite dans Londres, la compréhension de l'oral. Les élèves écoutent une bande-son enregistrée par une native qui décrit sa visite dans Londres. I like to visit London. In the morning, I take a walk in Hyde Park before getting on a red London bus. On the bus ride, I pass Trafalgar Square to see Nelson on his column. Au fur et à mesure de l'écoute, les élèves numérotent sur un plan touristique les monuments en fonction de l'apparition sur cette bande. Afterwards, I go shopping in Harrods and have tea at the Ritz Hotel. Later, I take the Underground towards Embankment to go up the London Eye to get a panoramic view of the city. Voilà. Alors, je reviens sur le diaporama. Voilà. Je vous représente les deux questions. Alors, donc, vous avez vu le contexte. C'est une classe de CP. Les élèves, à cette occasion, découvrent dans un cours d'anglais la ville de Londres à travers les monuments et les principaux sites touristiques de la ville. Et donc, il y a deux ateliers qui vous sont décrits. Il y en a même trois. Je vous avais dit que le premier, je vous le laissais plus pour contextualiser un petit peu la séance. Alors, est-ce que vous avez qui pourrait me proposer voilà, alors par exemple, Claudia, elle me propose dans l'atelier 2 remettre des images dans l'ordre entendu et dans l'atelier 3, numéroter sur la carte dans l'ordre des visites. Chantal, c'est super difficile pour eux. Alors, on va voir. Oui, alors le matériel, évidemment, là, on est dans une classe avec ce qu'on appelle de la baladodiffusion, c'est-à-dire un équipement qui permet à chaque élève individuellement de pouvoir écouter à sa guise, à son rythme, la ressource. Mais on pourrait, je suis bien conscient qu'il n'y a pas ce matériel-là disponible dans toutes les écoles, mais on pourrait proposer la même activité avec d'une manière un peu plus traditionnelle, entre guillemets, c'est-à-dire avec une seule source audio qui serait gérée par l'enseignant. Alors, effectivement, oui, alors Nathalie, elle pose la question si le PE peut lire le texte, évidemment. Alors, dans l'idéal, c'est toujours mieux d'avoir une source avec de vrais anglophones, parce qu'évidemment, la dimension phonologique de la langue, elle est importante. Mais voilà, si on n'a pas forcément les sources audio, on peut effectivement lire le document soi-même. Mais c'est toujours mieux quand même d'avoir à portée de main des ressources, même si ce n'est pas évident, et je suis bien conscient de cela, d'en trouver. Alors, je reviens à ces deux ateliers. Vous avez effectivement un premier atelier au cours duquel les élèves écoutent un dialogue, une famille à Londres qui séjourne, et puis on entend des échanges entre les parents, les enfants, qui discutent un petit peu de ce qu'ils vont aller faire, de quels monuments ils vont visiter, etc. Et donc, la tâche de l'élève, c'est d'être confronté à ce qu'on appelle ce flux langagier long. Hein, c'est ce qu'on appelle un flux langagier long, c'est-à-dire il écoute de l'anglais en continu, et ils ont devant eux une bande numérotée, et la tâche de l'élève, elle consiste à positionner sur cette bande numérotée les différents monuments dans leur ordre d'apparition dans le dialogue. Donc d'une manière un petit peu chronologique dans la discussion. Et puis le troisième atelier, enfin l'atelier 3 plus exactement, c'est un petit peu le même travail, avec cette fois-ci un monologue.
Il ne s'agit plus d'un dialogue comme dans l'atelier 2, mais d'une anglophone qui raconte ce qu'elle aime faire quand elle visite Londres. Et la tâche de l'élève ici, elle consiste à partir d'une carte de Londres, eh bien, à repérer sur la carte, là encore, au fur et à mesure de ce monologue, eh bien, les différents monuments, les différents sites touristiques qui sont mentionnés et de les numéroter dans l'ordre d'apparition sur le plan. Alors, je vais répondre à la question plus exactement. Je vais rebondir sur la remarque qui a été faite tout à l'heure dans le chat sur la difficulté apparente, mais qui est vraie, hein, qui n'est pas, c'est une tâche qui n'est pas forcément simple pour de jeunes élèves. Surtout ici, vous voyez, ce sont des élèves de CP, donc vraiment de grands débutants. Je vais revenir sur cette remarque-là. En ayant répondu à la question 2. Est-ce que si on avait confronté les élèves simplement à une liste de mots isolés, ces mots étant, vous l'aurez repéré, bien évidemment, les monuments, les sites touristiques, les lieux emblématiques de Londres. Si on les avait confrontés non pas à ce flux langagier long, mais à une simple liste de mots avec, pourquoi pas, la même tâche pour chacun d'eux, en quoi est-ce que la tâche de l'élève et finalement la compétence qu'on demande à l'élève aurait-elle été différente de celle qui est travaillée ici dans le cadre de ces deux ateliers? Alors, j'ai quelques réponses. Oui, alors Daphné, elle nous dit il n'y aura pas eu les constructions de phrases et l'extraction du mot à trouver. Cécile, je pense que l'apprentissage aurait été moins ludique. C'est pas faux, il y a aussi cette dimension-là qui est importante. Et puis Roselyne, elle souligne effectivement la nécessité de contextualiser les ressources, les documents. Alors, effectivement, Nathalie nous dit, les élèves n'ont pas la capacité d'abstraction, ils doivent se reconnaître dans les situations. Oui, c'est ça. On va toujours essayer effectivement de contextualiser les apprentissages, ici par le biais d'un enregistrement, enfin de 2 enregistrements. Alors effectivement, ce que l'on demande à l'élève ici, d'abord, je voudrais rassurer ceux qui estiment à juste titre que la tâche est difficile. Comprenez bien que ce qu'on demande à l'élève, en aucun cas, c'est de tout comprendre. D'abord, l'élève de CP, il est absolument incapable de comprendre l'essentiel de ces 2 bandes-son auxquelles il a été confronté. Mais l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, il est pour ces élèves d'être capable de repérer quelques éléments connus dans un environnement inconnu. En fait, on va confronter l'élève à soit un dialogue, soit un monologue, ici, qu'il découvre, dans lequel se trouvent quelques éléments langagiers qu'il a travaillé préalablement, c'est-à-dire, vous l'avez vu dans le premier atelier, puis il y a eu évidemment plusieurs séances en amont qui ont permis aux élèves de travailler le lexique des monuments londoniens et des lieux touristiques. Et donc, la tâche de l'élève, dans les 2 cas, que ce soit lorsqu'il doit positionner sur cette bande numérique les photos dans l'ordre chronologique des monuments ou les repérer sur le plan, la tâche de l'élève, c'est d'être capable de repérer au milieu de ce flux langagier long quelques éléments connus. Et évidemment, la tâche n'est pas du tout la même que si on avait simplement proposé à l'élève d'écouter une liste de mots sans aucune contextualisation. Et pourquoi? Parce que ce qu'on va demander finalement à l'élève, on va le plonger dans une situation que je qualifierais d'une situation proche d'une situation authentique, c'est-à-dire d'une situation
dans laquelle l'élève serait confronté à une discussion et devrait comprendre quelques éléments qu'il a travaillé en amont pour avoir une compréhension très globale de cette discussion ou de ce monologue. Donc voilà, l'enjeu ici, je le répète, il n'est absolument pas que les élèves comprennent d'une manière détaillée ces deux documents, encore une fois, ils en sont parfaitement incapables, mais plutôt de les habituer à ne pas tout comprendre, mais à apprendre à extraire d'un flux inconnu quelques éléments connus, quelques contenus. Ici, c'est essentiellement des savoirs linguistiques qui sont visés, des savoirs lexicaux, hein, de façon à pouvoir comprendre globalement le document. Hein. Voilà un petit peu l'enjeu et les raisons de cette contextualisation qui est proposée ici. Oui, alors Nathalie pose la question, peut-on faire un rappel sur le lexique en début de séance pour s'assurer qu'ils ont bien les prérequis langagiers? Bien évidemment, bien au contraire, bien sûr qu'il faut s'assurer que, parce que finalement, le prérequis à une évaluation de ce type, c'est que le lexique, en l'occurrence ici des monuments et des lieux touristiques londoniens, soit mémorisé et connu des élèves. Donc, évidemment, on va toujours dans cette optique d'évaluation positive permettre aux élèves, dans une phase de réactivation, de se remémorer ce lexique, aussi bien en réception qu'en production. C'est ce que vous voyez d'ailleurs dans la vidéo. Hein. Et puis ensuite, on va les mettre en situation d'écoute de ces deux enregistrements, de façon à ce qu'ils puissent voilà, s'appuyer sur du connu pour comprendre l'inconnu, en quelque sorte. Hein. Même si, encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, ce qui est visé ici, c'est une compréhension très globale des documents auxquels ont été confrontés ces jeunes élèves. Alors, pouvez-vous définir activité de réception et de production? Activité de réception, j'en ai parlé tout à l'heure dans l'introduction, ce sont des activités au cours desquelles les élèves vont être récepteurs d'informations. C'est le cas ici, par exemple, les élèves sont confrontés à un flux sonore, ils reçoivent ces informations par le biais de la compréhension orale, ils sont donc en situation d'écoute, en situation de réception. Et puis la deuxième activité de réception, c'est la compréhension écrite. Dans les deux cas, les informations, elles sont fournies aux élèves et la tâche qu'on attend des élèves, c'est de décoder les informations auxquelles on les confie. À l'inverse d'activités de production, où, comme leur nom l'indique, dans des activités de production, qu'elles soient encore une fois orales ou écrites, eh bien, ce sont les élèves qui vont encoder, c'est-à-dire qui vont être amenés à produire des contenus langagiers, soit à l'oral, soit à l'écrit. Voilà, donc là, on est bien, pour en revenir à la situation présente, on est bien dans une activité de réception. Hein. On est bien dans une activité qui consiste à évaluer la réception orale, la compréhension orale. Alors, quelques recommandations sur les activités de réception. D'abord, proposer et habituer les élèves, dès leur plus jeune âge, à être confrontés à des situations de réception variées. Vous avez vu là, par exemple, dans les deux ateliers, ils sont déjà confrontés à deux enregistrements de nature différente. Il y a un premier enregistrement qui est un dialogue et il y a un deuxième enregistrement qui est un monologue. Mais on peut aussi, bien évidemment, à travers, au fil des semaines, au fil des mois, confronter les élèves à d'autres situations, telles que par exemple la narration d'une histoire,
à travers l'écoute d'un album de jeunesse, par exemple, écouter un dialogue, écouter une recette de cuisine, une description, etc. Je vais vous en montrer tout à l'heure. Deuxième recommandation, là je vous renvoie à ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire à ces fameux descripteurs du cadre européen, bien calibrer les activités de réception en fonction du niveau requis. Et en fonction finalement des objectifs qu'on s'est fixés. Est-ce qu'on évalue une compréhension globale? Est-ce que l'on veut que l'élève comprenne le document d'une manière détaillée? Est-ce que l'on souhaite que l'élève soit capable de relever quelques informations particulières dans le document? C'est exactement ce qui était préconisé dans les documents qu'on vient d'écouter là. Les élèves, ce qu'on attend d'eux, c'est non pas qu'ils comprennent tout le document, mais qu'ils soient capables de relever quelques informations particulières, c'est-à-dire ces fameux prérequis sur lesquels on les a fait travailler et qu'on va leur demander d'essayer de repérer au milieu de ce flux langagier long. Autre recommandation, et ça c'est très très ancré dans les préoccupations des chercheurs qui sont à l'origine du CECRL, c'est évaluer la performance de l'élève, c'est-à-dire sa capacité à mobiliser des savoirs linguistiques, et je vais définir les savoirs linguistiques, on va le voir tout à l'heure, c'est le lexique, la grammaire et la phonologie. Donc, évaluer la capacité des élèves à mobiliser ces savoirs linguistiques pour accomplir une tâche précise dans une situation donnée. Vous le voyez ici, l'élève est confronté à un flux langagier. Ce que l'on veut évaluer, c'est la capacité de l'élève à mobiliser un savoir lexical qui est en l'occurrence les monuments et les lieux touristiques de Londres dans une tâche précise qui consiste pour l'atelier numéro 2 à écouter un dialogue et à repérer et à placer sur une bande numérique les images dans l'ordre chronologique, et pour l'atelier numéro 3 à repérer dans le plan les lieux touristiques au fur et à mesure qu'ils apparaissent dans le monologue et à les numéroter sur le plan. Et puis, autre recommandation importante, travailler ce qu'on appelle en pédagogie le transfert. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion de transfert? Il s'agit d'évaluer la capacité de l'élève à comprendre des énoncés ou du lexique que l'élève a déjà entendu et mémorisé dans un contexte donné, mais permettre à l'élève d'écouter et de comprendre, en l'occurrence ici il s'agit de comprendre, mais ce sera la même chose pour la production, de comprendre ces énoncés, ce contenu langagier dans des situations différentes, dans des circonstances différentes. Vous voyez là encore, si je reprends l'exemple qu'on a vu à travers cette vidéo, les élèves, ils ont travaillé dans la classe avec leur maîtresse. Vous le voyez un petit peu au début de la vidéo, ils ont découvert à travers des photos, des manipulations de cartes postales, etc. Ils ont découvert les monuments londoniens et parisiens d'ailleurs. Et le transfert qu'on leur propose, c'est d'écouter deux bandes son qui vont leur proposer deux contextes différents, deux situations différentes dans lesquelles ils vont pouvoir exercer leur capacité à comprendre ces contenus langagiers qu'ils ont travaillés dans la classe. Voilà ce qu'on appelle le transfert. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair. J'aurai l'occasion d'en reparler par la suite. Je vous montre très rapidement, parce que je vois que le temps passe et que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Donc, très rapidement, je vous propose un autre exemple de compréhension orale
celui-ci est proposé par Eduscoll. Il s'agit d'une évaluation qui s'appuie sur l'enregistrement de la lecture d'un album qui apparaît sur votre diapositive, qui s'appelle Dog's Day, et qui pourrait, là encore, faire suite à un apprentissage dans lequel les élèves auraient appris des formulations dans lesquelles on va trouver des verbes d'action. Je vais vous montrer dans un instant le script de cet album de jeunesse et le lexique des animaux. Alors, par exemple, ce qui est suggéré ici, c'est de les faire travailler à travers un projet qui permettrait aux élèves de travailler un autre album qui serait, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, l'album From Head to Toe de Eric Carle, dans lequel il est justement question d'animaux et de verbes d'action, action essentiellement corporelle. Et donc, j'en reviens à cette notion de transfert. Il s'agirait, une fois ces formulations, ces verbes d'action et ce lexique des animaux abordés et appris dans le cadre de l'étude de cet album From Head to Toe, eh bien, il s'agirait de proposer aux élèves une évaluation dans lesquelles, voilà, vous avez devant vous maintenant le script de cet album, dans lequel les élèves seraient confrontés à un autre document. Donc, ils se retrouveraient dans une situation, dans un contexte différent, dans lequel ils devraient remobiliser ce qui est évalué, c'est-à-dire la performance, c'est-à-dire leur capacité à repérer quelques éléments particuliers qu'ils ont travaillés dans le cadre d'un autre album, pour rappel, From Head to Toe de Eric Carle. Donc là, vous voyez qu'il y a voilà le script. Vous voyez un certain nombre vous avez le champ lexical des animaux, hein, dog, monk, bird, chameleon, snake, fish, rabbit, etc. Et puis, vous avez aussi des verbes d'action qui apparaissent en début de phrase. Par exemple, ici, I swing, I fly, I change my color, I slither, I swim, I hop and jump, etc., etc. Donc ça, c'est l'enregistrement auquel les élèves vont être confrontés. Et voilà, on vous propose ici une procédure en plusieurs étapes, de façon à, dans le cadre de ce qu'on appelle, je le rappelle, l'évaluation positive, permettre à l'élève de s'approprier progressivement toutes les modalités de cette évaluation. Donc, je ne vais pas tout détailler parce que ce serait un peu fastidieux, mais je vous montre finalement voilà, le support qui est utilisé. Ça, c'est le support qui est à disposition de l'élève. Vous voyez qu'on y retrouve les différents animaux qui sont mentionnés dans l'album de jeunesse et l'objectif, la tâche. On est à nouveau dans une évaluation par la tâche. Hein, vous voyez que l'élève, il a quelque chose à faire, qui est quelque chose de très concret. Eh bien, il doit retrouver le chemin en partant de la gauche de l'écran, en partant de la colonne Start, trouver les différents animaux qui sont mentionnés pour arriver finalement à la fin, à la dernière diapositive, enfin à la dernière image, hein, où le chien retrouve sa maman et est identifié par le numéro 4. Voilà. Donc ça, c'est au fur et à mesure que l'élève est confronté je vous remonte voilà. Hein, vous voyez, par exemple, il va entendre une première phrase, « Hello, I am dog, this is my day ». Donc, quand il va entendre cette phrase-là, il va entourer le chien. Et puis ensuite, il va entendre la phrase suivante, « I swing from the trees with monkey ». Donc, l'élève va identifier peut-être, alors, il peut n'identifier que le mot « monkey », il peut peut-être aussi identifier le verbe « I fly ». Ça, on ne sait pas, mais en tout cas, ce qui est évalué, c'est
la capacité à l'élève de s'appuyer sur quelques éléments langagiers connus dans la phrase, il n'a pas besoin de tout comprendre, pour ensuite entourer à chaque phrase le bon animal jusqu'à trouver la totalité du chemin pour arriver au numéro 4. Qui dit évaluation dit critères d'évaluation. Vous voyez ici ce qui est proposé, ce sont finalement les critères d'évaluation qui sont préconisés pour l'évaluation des différents domaines du socle, qui vont du niveau 4, considéré comme une très bonne maîtrise, au niveau 1, maîtrise insuffisante. Alors, ce qui caractérise les critères de la compréhension, c'est qu'ils vont être d'ordre quantitatif. C'est-à-dire que finalement, l'élève va être amené à repérer un certain nombre d'éléments. Si je reviens à cette grille, il y a 11 éléments qui constituent le parcours auditif, entre guillemets, de l'élève. Donc ça, c'est vous voyez que dans mes critères d'évaluation, ça correspond au niveau 4. Si l'élève il a entouré les 11 éléments et le numéro de chemin correct, eh bien, il a le niveau 4. Et puis après, je vais instaurer un barème en fonction du nombre de bonnes réponses. L'élève a entouré au moins 8 éléments et trouvé le bon numéro de chemin, je suis au niveau 3, et ainsi de suite, jusqu'à niveau 1, qui serait considéré comme un niveau insuffisant. Et puis, on va retrouver également dans le BO ce qu'on appelle les compétences associées, c'est-à-dire des compétences que l'élève va développer sur le cycle et qui sont des compétences associées à chaque activité langagière. Vous voyez ici, ça c'est un extrait du BO du 30 juillet 2020 pour le cycle 3. Vous voyez qu'on est dans l'activité écouter et comprendre et qu'à travers cette activité, vous avez répertorié dans le BO toutes les compétences que l'élève est susceptible de travailler à travers le cycle. Et à travers l'évaluation qu'on vient de voir, eh bien moi j'ai entouré en rouge les 2 compétences que l'élève va travailler, c'est-à-dire suivre le fil d'une histoire simple. Il s'agissait bien de cela, hein, puisque je vous le rappelle, l'élève il est confronté à l'écoute d'une histoire, d'un album de jeunesse, et puis comprendre et extraire l'information essentielle d'un message oral de courte durée. Ça, c'est ce que vous avez dans le BO. Et je rappelle que ces descripteurs-là, ils sont extraits du CECRL, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, les programmes de l'éducation nationale en langue vivante sont adossés aux exigences du CECRL. Alors, combien de séances faut-il compter pour arriver à une évaluation de ce genre? C'est difficile à dire, ça, Céline, parce que tout va dépendre du niveau des élèves, des prérequis. Moi, je pense que d'abord, là, c'est une évaluation, c'est pas une évaluation pour des élèves de CP. Hein. On pourrait plutôt penser à une évaluation pour des élèves de fin de cycle 2, début de cycle 3. Difficile à répondre à une question comme celle-là. Ça dépend vraiment du parcours des élèves, ça dépend de leurs compétences, de ce qu'ils ont appris dans leur parcours linguistique. J'avoue que là, je ne peux pas trop répondre. Je pense qu'une séquence si les élèves ils ont eu un parcours linguistique normal, entre guillemets, une séquence de 5, 6, peut-être 7 séances de 20 à 30 minutes pourrait permettre ce genre de choses. Alors, je continue. Pour ce qui concerne, on est toujours dans les activités de réception. Je vous montre un exemple pour la compréhension orale. Bon, là, je fais quelques rappels. Hein,
c'est un peu les mêmes préconisations que pour les activités de réception orale. Proposer aux élèves des situations de réception de l'écrit variées. Hein. Alors ça, c'est cycle 3, hein, puisque vous le savez, les compétences de l'écrit ne sont pas au programme du cycle 2. Évidemment, adapter l'évaluation au niveau des élèves, évaluer la performance de l'élève. Je ne reviens pas sur cette notion de performance, j'en ai déjà parlé. Et puis, permettre à l'élève d'être confronté à des modèles de phrases déjà rencontrés, mais dans des situations différentes. C'est ce que j'ai appelé le transfert. Alors, voilà un exemple qui est tiré de l'Académie de Nice, hein, d'un livret d'évaluation de fin de cycle 3. Les élèves on leur propose cette petite carte postale. Je vous laisse quelques secondes pour la lire. Et on va leur proposer un questionnaire pour évaluer ce qu'ils comprennent de cette carte postale. Voilà le questionnaire. Hein. L'élève doit lire attentivement la carte postale et répondre aux questions suivantes. Vous voyez qu'il y a 6 questions et à chaque fois, ce qui est proposé ici, c'est un QCM finalement. Hein. Il y a, pour chaque question, il y a 4 propositions possibles et l'élève doit cocher celle qui lui paraît correspondre étant celle qui lui paraît être la bonne réponse. Voilà, donc je fais une remarque aussi sur le fait que cette évaluation, même si elle porte sur la compréhension d'un texte en anglais, est en français. C'est pas anecdotique ça, parce que on peut évaluer de la compréhension écrite par un questionnaire en français. Moi, je trouve que c'est presque même pour des élèves grands débutants recommandé, parce que si on prend le risque avec des élèves grands débutants de leur proposer un questionnaire en anglais, eh bien, on prend le risque finalement que les élèves ne comprennent pas la totalité des questions qu'on va leur poser et donc ne puissent pas répondre à ces questions, alors même qu'ils auraient peut-être pu y répondre s'ils avaient compris ces questions-là. Et ce risque-là, il est gommé quand on recourt à la langue maternelle, à la langue de scolarisation des élèves. Hein. Alors, plus tard, évidemment, dans leur scolarité, quand les élèves ils vont acquérir des compétences beaucoup plus solides, on pourra évaluer la compréhension écrite par des questionnaires en anglais. Mais là, pour le niveau des élèves, moi, je recommande de ne pas hésiter à recourir au français. Donc voilà, ça c'est le questionnaire. Il y a 6 réponses possibles. Voilà un exemple de critères d'évaluation. Niveau 4, 5 à 6 réponses exactes, bonne maîtrise, puis ainsi de suite. On retrouve après un barème dégressif. Et puis, on retrouve, là encore dans le BO, pour l'activité cette fois-ci langagière qui est lire et comprendre, des compétences associées qui sont également travaillées dans le cadre de cette évaluation, ici, comprendre des textes courts et simples, et il s'agit en l'occurrence de correspondance. Vous voyez que le terme correspondance apparaît en toutes lettres dans le BO. Donc voilà également la compétence qui est travaillée par les élèves. Alors, il y a des questions peut-être. Oui, les niveaux 1 à 4, c'est au PE de les établir, c'est-à-dire que c'est à vous, en fonction du nombre de réponses possibles, de créer ce barème. Hein, vous voyez par exemple que là, il y avait, je reviens un tout petit peu en arrière, il y avait 6 réponses possibles et en tout, pardon, dans le questionnaire. Donc, on peut estimer que si l'élève y trouve 5 à 6 réponses exactes, eh bien, on considère globalement qu'il a très bien compris le document. Hein. Voilà, c'est à vous d'établir ce barème en fonction du nombre total de réponses possibles pour arriver au niveau 4.
Alors, je continue. Autre exemple pour évaluer la compréhension écrite à travers un deuxième exemple. Vous voyez ici l'élève, la réponse de l'élève, la tâche de l'élève à nouveau, hein, puisqu'on va parler à nouveau d'une tâche, elle va consister à montrer sa compétence de compréhension écrite à travers le dessin. Ce qu'on va demander à l'élève, c'est de comprendre un texte. Vous voyez ici dans la petite bulle, hein, il s'agit de la description physique d'un monstre. Et la réponse de l'élève, elle va consister à dessiner ce monstre. Donc voilà ce que ça va donner. Vous avez, là encore, il y a 5 ou 6 réponses exactes possibles, sachant qu'une réponse exacte, c'est à la fois la quantité, la couleur et la forme. Donc, par exemple, 3 green eyes, ça, c'est une réponse exacte. Si l'élève se trompe sur l'un des 3 items, on ne considère pas la réponse comme étant exacte. Et donc, là encore, vous voyez qu'il y a un barème qui est établi, puisqu'il y a 6 réponses possibles. C'est un barème qui s'appuie sur un nombre de réponses. Hein. Les critères sont quantitatifs. Voilà. Et là encore, on retrouve dans le BO, comme tout à l'heure, comprendre des textes courts et simples. Ici, il s'agissait d'une description physique, hein, et non pas d'une correspondance comme dans l'évaluation précédente. Je passe à l'interaction orale. Là encore, je vais vous montrer une petite vidéo, un très court extrait, et je vous pose les 2 questions suivantes. Que remarquez-vous sur l'engagement de ces 2 élèves dans la tâche demandée et quelles peuvent être les raisons à cela? Alors, je vous partage le document. Là encore, je vais aller le chercher. Alors, il est ici. Hop, là. Je repartage mon écran. Voilà, je vous passe la vidéo. Hi, I'm 10 years old. Do you like baseball? Yes, I do. Do you like soccer? Yes, I do. Do you like bicycles? Yes, I do. Can you swim? Yes, I can. Can you play baseball? Yes, I can. Can you skateboard? Yes, I can. Bon, voilà, un très court extrait. Ça en est presque caricatural. Alors, je repartage la diapositive. Voilà, la première question à laquelle je souhaiterais que vous répondiez, c'est celle qui porte sur l'engagement des 2 élèves dans la tâche demandée. Quand on observe ces 2 élèves, ils sont en situation d'évaluation de l'interaction orale. Vous voyez bien qu'il s'agit d'un dialogue. Quelles sont vos observations par rapport à ce que vous avez vu et entendu? Et quelles sont les raisons qui peuvent expliquer ce comportement, cette attitude que vous avez pu observer chez l'un et chez l'autre? Oui, ils ont l'air de parler automatiquement, pas très enthousiastes. On pourrait même aller dire qu'on a vraiment l'impression qu'ils s'emmerdent un peu, hein. Pardonnez-moi l'expression. Effectivement, on a des réponses très automatisées. Il n'y a aucune
il n'y a pas vraiment de réflexion à chaque fois de la part de l'élève qui doit répondre aux questions. Alors, et puis en plus, j'ajouterais qu'ils sont assis côte à côte, alors que par définition, l'interaction, en général, on est plutôt face à face hein, quand on parle avec quelqu'un. Alors oui, les raisons, c'est ça, c'est très rapide, effectivement, on a aucune pause, on est très éloigné d'un débit qui serait celui d'une situation authentique d'interaction. Les raisons, vous les avez identifiées, c'est parce que finalement, ces deux élèves, ils sont plus dans la répétition d'un dialogue qu'ils ont appris par cœur que véritablement dans une interaction. Ce qui explique que le débit est très rapide, qu'il n'y a pas d'intonation, que l'échange se fait d'une manière très automatisée, il n'y a pas de réflexion entre chaque phrase, etc., etc. Alors, le constat, c'est celui que je viens de souligner, hein, et c'est quelque chose que l'on voit souvent dans les classes en guise d'évaluation de la production orale. On voit souvent des répétitions différées qui vont consister pour les élèves simplement à réciter un dialogue qu'ils ont appris par cœur. Et la conséquence, c'est celle que vous avez pu observer, c'est-à-dire que l'élève connaissant à l'avance le scénario, le dialogue, il ne va pas du tout interagir d'une manière naturelle, il ne va pas du tout interagir d'une manière spontanée, ce qui caractérise finalement une interaction authentique, c'est la nécessité d'adapter ses énoncés au fur et à mesure des interventions de son interlocuteur. Et on voit bien dans cette situation, dans cette vidéo qui présente un cas un peu caricatural, qu'on est très très loin de cela. Alors, comment remédier à cela? Je vous montre un autre exemple d'évaluation. Vous voyez ici sur la diapositive les différents savoirs linguistiques qui vont être travaillés dans le cadre de cette évaluation. Je rappelle que quand je parle de savoir linguistique, je parle du lexique, de la grammaire et de la phonologie. Donc, vous avez ici le vocabulaire des vêtements et les couleurs essentiellement. En grammaire, vous avez la question do you plus le verbe, do you like, do you have, avec les réponses courtes yes, I do, no, I don't. Et puis en phonologie, quelques phonèmes un peu particuliers. Je vais vous poser les deux mêmes questions que j'ai posées précédemment pour la vidéo que vous venez de voir, à savoir en quoi l'engagement de ces deux élèves que vous allez maintenant voir dans cette nouvelle vidéo est-il différent des deux précédents, et là encore, quelles peuvent être les raisons à cette différence. Alors, je vais partager le document à nouveau. C'est celui-ci, voilà. Là encore, je vais vous en passer un très court extrait parce que le temps passe trop vite. Voilà, donc je partage l'écran. Voilà, je vous fais écouter un petit extrait. No, I don't. Voilà.
Court extrait. Alors, si on observe ces deux élèves, évidemment, on voit que la situation est effectivement, Claudia parle d'une situation beaucoup plus concrète, beaucoup plus ludique. Et puis, on observe aussi que, en termes de débit, par exemple, les élèves, le débit est beaucoup plus lent, il est beaucoup plus haché. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, les élèves réfléchissent entre chaque énoncé qu'ils vont être amenés à formuler. Ils ont un objectif clair, contrairement aux deux élèves précédents qui étaient dans la récitation d'un dialogue appris par cœur. On a ici deux élèves qui ont une tâche à accomplir. Ils ont un objectif qu'ils ont compris et qui est, à travers ce jeu de questions-réponses, d'obtenir des informations sur la description physique du personnage de leur partenaire qui est assis en face d'eux, pour, au fur et à mesure qu'ils obtiennent ces informations, finalement, dessiner, colorier le personnage qu'ils ont devant eux, de sorte qu'à la fin de l'évaluation, on puisse comparer les deux dessins, et si les élèves ont été performants, eh bien normalement, les deux dessins doivent être rigoureusement identiques. Donc déjà, c'est une activité qui a beaucoup plus de sens pour les élèves, parce qu'ils sont dans une situation où ils ont un objectif qu'ils comprennent. Et puis, c'est une évaluation qui est beaucoup plus formative pour les élèves, parce qu'ils ne connaissent pas à l'avance le scénario. Ils ne savent pas à l'avance quelle est la question que leur partenaire va leur poser. Ce qui explique ces petites hésitations que vous entendez, mais qui sont complètement naturelles, qui font partie du langage oral. Ces petits temps au cours desquels les élèves regardent leurs dessins avant soit de poser la question pour obtenir une information, soit de répondre à une question qu'on vient de leur poser. Et puis, ils réfléchissent. Ils ont besoin d'encoder la réponse. Donc, ils vont puiser dans leur connaissance, dans leur savoir linguistique. Et là encore, ce que l'on évalue, c'est la performance de l'élève, c'est-à-dire sa capacité à remobiliser les savoirs linguistiques que l'on a décrits dans la diapositive précédente. Je vous les remontre. Le lexique des vêtements et des couleurs, la formulation do you like avec des réponses courtes et puis toute la dimension phonologique de la langue, mais dans le cadre d'une activité nouvelle qui, en l'occurrence, ici, est un jeu, c'est-à-dire une activité sociale qui a du sens pour les élèves. D'accord? Donc, on va travailler à nouveau le transfert. Hein. On retombe sur cette notion de transfert dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, on va retrouver des critères d'évaluation et qui, cette fois-ci, pour la production, ne sont plus des critères d'évaluation quantitatifs, mais des critères d'évaluation qualitatifs, puisque désormais, ce qu'on évalue dans le cadre de la performance de l'élève, c'est sa capacité à mobiliser du lexique, de la grammaire et de la phonologie pour accomplir une tâche. Ça veut dire que les critères d'évaluation, ils vont être, vous les avez sous les yeux, beaucoup plus détaillés qu'ils ne le sont pour l'évaluation des activités de réception. Hein, vous voyez qu'on retrouve nos 4 niveaux et on retrouve la grammaire, les structures, on retrouve le lexique et on retrouve la phonologie. Et là encore, c'est à vous d'établir un barème en fonction du nombre, à la fois en fonction des contenus langagiers que les élèves vont mobiliser, et puis, par exemple, pour ce qui est du lexique ici, eh bien, du nombre de mots possibles que les élèves peuvent être amenés à mobiliser dans le cadre de cette activité-là.
Et puis, bien évidemment, on va retrouver, toujours pareil, hein, on va retrouver dans le BO, ici au cycle 2, puisque c'était une classe de CE2, les compétences qui sont associées à l'interaction, qui s'appelle ici prendre part à une conversation, et qui sont travaillées par les élèves. Répondre à des questions sur des sujets familiers et mobiliser un répertoire élémentaire de mots sur des sujets familiers. Je suis désolé, j'accélère un petit peu. Je vous montre une autre situation d'évaluation qui fait suite à un album que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Go Away Big Green Monster, une version adaptée. Vous avez ici la version originale et moi je propose ici une version adaptée, simplifiée de cette version originale. Pourquoi simplifier? Bien parce que dans le document original, je vous rappelle d'abord qu'un album de jeunesse, c'est ce qu'on appelle un support authentique. C'est-à-dire ce n'est pas un support qui a été didactisé, qui a été créé à des fins d'apprentissage. Donc, on va y trouver quelquefois une richesse lexicale qui ne correspond pas forcément au niveau pré-A1 ou A1 des élèves que l'on a en face de soi. Donc, on peut se permettre, comme je l'ai fait ici, eh bien, de procéder à quelques simplifications. Et donc ici, l'évaluation, elle va porter non pas sur l'interaction orale, mais sur la production orale en continu. Voilà, ça, ce sont les savoirs linguistiques qui vont être évalués. On retrouve le lexique, les parties du visage, les adjectifs numéros de 1 à 5, quelques adjectifs descriptifs et de couleur. Et puis, on retrouve également, sur le plan grammatical, le verbe have à la troisième personne du singulier, la forme impérative, et puis le groupe nominal composé de l'article E ou pas d'article, avec 2 adjectifs suivis d'un nom. Et puis en phonologie, quelques phonèmes particuliers. Et donc voilà quelques exemples de ce que pourrait être, suite à l'étude de cet album, une évaluation de la production orale. Il s'agirait l'évaluation se déroule en binôme, plusieurs options possibles. Première option, l'élève peut dessiner son monstre et le décrire à son partenaire. Donc là, il n'y a pas d'échange, hein, il s'agit vraiment d'un monologue. Autre option possible, l'élève peut construire son monstre à partir de parties du visage de couleurs variées prédécoupées, hein, et là encore, décrire son monstre à son partenaire. Ou encore, troisième option, l'élève peut choisir un monstre sur une planche composée de plusieurs portraits, vous la voyez ici, et décrire à son partenaire. C'est un peu l'équivalent du jeu du qui est-ce. Et je fais remarquer que pendant qu'on évalue un élève dans ici la production orale, on peut aussi évaluer l'autre élève qui lui va être en situation d'écoute, qui va être donc en situation de réception et qui peut par exemple être amené à dessiner au fur et à mesure que son partenaire va lui décrire son monstre, le monstre, ce qui pourrait constituer finalement la tâche de cet élève en situation d'écoute, et sa production pourrait être évaluée pour permettre d'évaluer la compréhension orale de cet élève. Et puis, on va retrouver là encore les critères d'évaluation. On retrouve toujours les 3 critères à l'oral que sont la grammaire, le lexique et la phonologie, avec là encore quelques éléments en termes de quantité pour le lexique. Et on va également, comme à chaque fois, retrouver les compétences associées ici à s'exprimer oralement en continu, BO du 30 juillet 2020. Et vous voyez les compétences qui sont évaluées dans le cadre de cette situation d'évaluation. Je termine par 2 exemples très très rapides en production écrite cette fois-ci, donc plutôt pour du cycle 3.
Il s'agit ici d'une évaluation qui s'inscrit dans une séquence pour une classe de CM1 dans laquelle les élèves ont appris à se présenter en apportant quelques informations personnelles que vous avez sous les yeux. Leur nom, leur âge, leur nationalité, la ville et le pays où ils habitent et leur activité favorite. Et donc, ce que l'on veut, à nouveau, je le rappelle, c'est permettre aux élèves de remobiliser ces savoirs linguistiques dans une activité qui a du sens et qui leur permette d'opérer le fameux transfert dont j'ai parlé tout à l'heure. Première proposition, on va dans un premier temps demander aux élèves de remettre dans l'ordre des mots pour construire des phrases. Ça, c'est une première étape. C'est-à-dire que l'on va évaluer la capacité de l'élève à reconstruire la phrase de manière syntaxiquement correcte. Donc ça, c'est la première étape. Et puis, dans un deuxième temps, on va demander à ces élèves de mobiliser ces phrases dans un écrit qui va avoir du sens pour eux, qui va être concret et qui va consister à rédiger un mail à un correspondant anglais, fictif ou réel, tout dépend du projet, hein, en respectant l'ordre suivant. Tu le salues, tu indiques ton nom, ton âge, la ville où tu habites, ta nationalité, etc., etc. Et donc, voilà un exemple de production qui permettrait à l'enseignant d'évaluer, là encore, la performance de l'élève dans la production d'écrits. Et on retrouverait, là encore, des critères d'évaluation. Alors là, les critères sont un petit peu différents puisque dans la mesure où les contenus langagiers étaient fournis aux élèves dans la première évaluation, c'est-à-dire dans celle où ils devaient mettre les mots dans l'ordre, l'évaluation, elle va porter sur ces deux critères-là. Elle va porter sur la syntaxe. Vous voyez qu'à chaque fois, par exemple, pour le niveau 4, j'indique l'élève a fait une ou aucune erreur de syntaxe. Et puis ensuite, le deuxième critère, ça va être la capacité de l'élève à remobiliser ses phrases dans un écrit en respectant l'ordre des phrases qui a été défini. Et donc, ça constituera le deuxième critère. Et on retrouvera, là encore, toujours pareil, dans le BO, dans les attendus de fin de cycle, les compétences associées à l'écrit. Ici, produire de manière autonome quelques phrases sur soi-même et puis rédiger un courrier court et simple. Voilà. En conclusion, je vous laisse lire la diapositive hein, plutôt que de répéter ce qui est écrit là. J'insiste beaucoup sur l'évaluation de la performance à travers une tâche précise. Hein. Ce qui est évalué, c'est la capacité de l'élève à réutiliser des contenus langagiers dans une situation différente, mais dans laquelle il va mobiliser ce qu'on appelle précisément la performance. Donc, on n'est pas dans une évaluation de savoir isolé finalement. C'est ce que je vous dis dans le dernier paragraphe. L'évaluation ne porte pas sur des connaissances lexicales, grammaticales ou phonologiques, mais sur des compétences des élèves à mobiliser ces savoirs lexicaux, grammaticaux et phonologiques au service d'une tâche. Hein, au service d'une tâche qui va leur permettre de mobiliser ces connaissances dans une situation qui fait sens pour eux. Voilà, je suis désolé, j'étais un petit peu long, j'ai largement dépassé le temps qui m'était imparti. Je vais laisser la parole à Mélina qui va vouloir probablement dire quelques mots pour conclure.
Merci Philippe. Oui, je veux bien que tu avances peut-être sur les slides. Je ne vais pas retenir les gens trop longtemps parce qu'ils étaient là pour te voir quand même avant tout. Juste vous dire quelques mots sur Vocation CRPE. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le lien que je vous ai posté dans le chat en fait pour que je vous en dise plus longtemps, plus longuement demain de manière plus détaillée. Mais grosso modo, on vous propose une préparation complète au CRPE avec des professeurs qui sont tous formateurs ou membres du jury du concours. Donc, vraiment les personnes les mieux placées pour vous aider à préparer le concours. Donc ça, c'est pour les gens qui se projetteraient sur 2024, ce qui est un très bon réflexe de se projeter dès maintenant sur le concours 2024. Et pour celles et ceux qui seraient déjà engagés pour le concours 2023, déjà, on vous souhaite bon courage pour les écrits. Et on vous propose une préparation 100% oraux, donc pour les matières principales, et une offre spéciale pour l'anglais qui est au tarif de 250 € avec tous les cours de Philippe accessibles en rediffusion et un oral blanc bien sûr, pour vous mettre en condition et vous entraîner avant de passer l'oral le jour J. Donc, vous avez les tarifs qui sont détaillés ici. Il y a la partie français de la préparation qui est financée par le CPF pour les personnes qui seraient en reconversion et issues du privé. Et ce que je vous propose pour ne pas faire traîner trop longtemps cette fin de live, c'est éventuellement de prendre quelques questions. Je crois que Philippe, tu as une question de Samantha qui est élève chez nous, si je ne me trompe pas, sur le terme balise. Et ensuite, je répondrai aux questions de Nathalie, notamment de Charlotte, qui est également élève chez nous. Oui, alors Samantha, quand je parle de balises, c'est finalement les descripteurs, c'est-à-dire ce sont ces éléments descriptifs qui apparaissent dans le cadre européen et qui nous permettent, à nous enseignants, de mesurer par rapport à un niveau requis. Je rappelle que nous, ce que l'on vise, c'est le palier A1, voire encore une fois le palier pré A1. Bien, par rapport à ce niveau, ces balises, elles vont consister à comprendre ce que sont les réelles compétences des élèves dans chaque activité langagière, et c'est ce qui va nous permettre de faire des propositions à la fois en termes de contenu d'apprentissage et ensuite en termes de modalités d'évaluation. On va finalement proposer à la fois des contenus, des leçons qui sont adaptés au niveau théorique de nos élèves, et on va faire la même chose au niveau des évaluations. On va leur proposer des évaluations qui vont permettre aux élèves de montrer qu'ils maîtrisent un certain niveau correspondant, en l'occurrence ici, au palier A1 ou au palier pré-A1. Voilà. Je ne sais pas si c'était suffisamment clair. Ça a l'air d'être clair. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça clair. Pour répondre à votre question, Nathalie, sur le CPF, il y a effectivement la préparation à la certification en langue française qui prépare également au CRPE de français, à l'épreuve française du CRPE qui est finançable jusqu'à 1 500 €. Et on a tout récemment proposé une préparation renforcée en français qui vous prépare vraiment de manière excellente, bien sûr, au CRPE, mais surtout avoir un excellent niveau de langue française, notamment grâce à la plateforme d'entraînement en langue française orthodidacte, qui est au tarif de 2 000 € finançable par le CPF. Et si vous souhaitez avoir une préparation complète, il faut ajouter la préparation aux autres matières du CRPE qui est au tarif de 1 500 €. Donc, pour récapituler, pour ne pas vous noyer sous les chiffres ce soir, vous avez la préparation en français qui est finançable par le CPF et la préparation aux autres matières qui est accessible en autofinancement. Et dans les deux cas, pour la partie en autofinancement, vous pouvez bien sûr échelonner votre paiement, le mensualiser, ou alors passer par notre programme Égalité des chances si vous êtes dans une situation financière un peu compliquée, pour qu'on vous propose une réduction accordée à votre situation financière qui vous permette de vous inscrire sans vous mettre en difficulté financière. Avec plaisir, Daphné. Merci d'être restée jusqu'ici. Bonne soirée, Samantha. Bonne soirée, Claudia. Je vous en prie, Nathalie. Est-ce que vous avez encore quelques questions ou est-ce qu'on est bon pour ce soir? Alors, il y en a un certain nombre qui souhaitaient savoir comment ils pourraient récupérer, enfin, s'ils pouvaient récupérer éventuellement le cours.
Alors, est-ce que tu es d'accord pour qu'on partage le cours, Philippe? C'est surtout dans ce sens-là que ça Oui, va se oui, jouer. bien sûr. Oui, alors dans ce cas-là, si vous souhaitez le PowerPoint pour les personnes concernées, écrivez-nous à l'adresse contact. Je vais vous l'envoyer dans le chat, mais sur notre adresse principale et je vous enverrai le support de Philippe demain afin que vous puissiez le retravailler en sachant que le replay du cours de ce soir sera disponible sur YouTube demain dans la matinée. Donc comme ça, vous pourrez compléter si vous souhaitez retravailler le cours. Eh bien, je pense qu'on est bon pour ce soir. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être restés jusqu'à 20h30. Bravo pour votre concentration. Et pour celles et ceux, encore une fois, qui sont engagés pour 2023, on vous souhaite vraiment bon courage. Ne lâchez rien. C'est la dernière ligne droite des écrits. On pense fort à vous et n'hésitez pas